Sans danger ou non pour la santé humaine, c'est aussi une question, mais la leucose bovine a déjà des conséquences dramatiques sur les élevages pays. Ça fait déjà plus de 15 ans que ça dure et aujourd'hui 90% des élevages locaux sont touchés. C'est peu dire que la maladie fragilise les cheptels, elle les ravage, ce qui va jusqu'à conduire certains agriculteurs à la ruine complète. La DEFAR doit justement discuter de toutes ces difficultés aujourd'hui avec le Crédit Agricole notamment, avec certains parlementaires. L'association de défense des agriculteurs de la Réunion se réjouit du plan de maîtrise sanitaire des maladies bovines dont la mise en place a été annoncée en novembre dernier. Mais pour les éleveurs lisourdels, ça ne peut pas être une fin en soi. Bien plus qu'un plan de maîtrise sanitaire, c'est l'application de la réglementation pour l'éradication de la leucose bovine que les éleveurs demandaient. Pratiquée en métropole et en Martinique, cette éradication ne l'est pourtant pas à La Réunion, alors que les cas y sont plus fréquents. Entre 2000 et 2012, le nombre d'élevages laitiers est passé de 151 à 61 dans l'île. Autant de faillites pour ces professionnels qui subissent de plein fouet les conséquences économiques et sociales de cette maladie qui tue bon nombre de leurs bêtes. Soutenue par l'association de défense des agriculteurs de la Réunion et certains parlementaires. Ils parlent ainsi d'un véritable scandale sanitaire, d'autant que certaines études scientifiques évoquent un possible risque de transmission à l'homme. Les services de l'État affirment, eux, le contraire. Alors, pour faire la lumière, certaines personnalités politiques locales comme Erika Barretch ou Huguette Bello ont réclamé la création d'une commission d'enquête parlementaire. La question de l'application du principe de précaution a elle aussi été soulevée. Et en studio avec nous ce matin, la présidente de la DEFAR. Bonjour Annie-Claude Abrisca. Bonjour. Scandale sanitaire, faillite, risque de transmission à l'homme. Ça fait plus de 10 ans que vous dénoncez tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs, ceux qui vous reprochent d'être des agitateurs ? Alors déjà, donc nous, on a essayé donc au niveau de la DEFAR d'aller donc à leur rencontre. On a essayé de poser avec eux en tout cas des réunions de travail. Ils n'ont pas forcément répondu donc à nos questions. En 2017, pareil, donc on a adressé en fait à peu près 150 courriers à des destinataires locaux, internationaux, donc qui gravitaient en tout cas autour de la question. Et sur 150 destinataires, on n'a eu que 5 réponses, dont des réponses en fait qui se renvoyaient en tout cas la patate chaude. Donc c'est pour dire en tout cas l'intérêt que ces institutions portent en tout cas pour la leucose bovine en zootique. Et en 2 mots, très rapidement, vous iriez jusqu'à dire que manger du bœuf pays, c'est risqué ? Oui, moi je le dis et au nom de l'association aussi, on le dit. Je pense qu'on a eu un discours, en tout cas un entretien avec le professeur Gilbert Mouton qui justement nous alertait sur ce sujet, même si ils ne font pas en fait le lien, on va dire directement avec la maladie, entre leucose bovine et cancer humain. Oui, voilà, les cancers humains, mais il y a eu quand même en fait des éléments qui permettent de prouver. On y reviendra juste après ce journal avec vous, Annie-Claude Abrisca. La suite, Bruce, à 7h04, c'est la santé toujours et le succès du SIDAction 2018. Plus de 4 400 000 euros, c'est le montant en hausse des promesses de dons pour cette année. Chez nous, le total des dons réalisés dès ce week-end sera fait demain. Mais au-delà de la collecte, le SIDAction, c'est chaque fois une relance de la prévention. Avec 30 à 40 dépistages de séropositifs par an, La Réunion en a bien besoin aussi. Une prévention qui passe avant tout par une lutte contre les tabous. Charlotte Verdure est directrice de l'association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité. Les gens ont toujours un malaise avec la sexualité. Donc nous, on travaille là-dessus aussi, sur les préjugés qu'on peut avoir, d'essayer d'outiller les parents, par exemple, ou d'outiller les plus âgés pour pouvoir parler sexualité de manière un peu plus libérée avec les jeunes. Et puis arrêter de se dire que c'est pas parce qu'on parle de sexualité qu'on invite à la débauche. Parler de sexualité, c'est parler de son corps, c'est parler du corps de l'autre, c'est de savoir quel comportement adapter pour se respecter soi et respecter l'autre. Donc ça va bien au-delà de la relation sexuelle pure, en fait. C'est vraiment sur des questions... La sexualité fait partie de la vie en fait, on est tous sexués. Donc plus on arrivera à parler de sexualité du plus jeune âge, plus on arrivera à avoir des messages de prévention avec plus d'impact et qu'à un moment donné, le préservatif, le dépistage, ce sera devenu un automatisme. Charlotte Verdure, directrice de la RPRS au micro de Lisourdel. Dans l'actualité nationale, les suites des attaques terroristes dans l'Aude, près de Carcassonne. La police scientifique a essayé de récolter tous les indices dans le supermarché de Trèbes où a eu lieu la prise d'otages. On sait que l'auteur de cette attaque était suivi par les services de renseignement. 2 de ses proches sont toujours interrogés par les enquêteurs, Sophie Parmentier.
La garde à vue a été prolongée pour la compagne de Radouane Lagdim, une jeune fille âgée de 18 ans qui manifeste des signes de radicalisation, et les policiers antiterroristes interrogent aussi toujours un mineur âgé de 17 ans, un ami du terroriste. Les enquêteurs se demandent si ces deux jeunes gens savaient que Radouane Lagdim allait frapper au nom de Daesh. Ont-ils préparé avec lui son attaque? Ont-ils fabriqué avec lui les 3 engins explosifs artisanaux retrouvés dans le Super U? Ont-ils aidé Radouane Lagdim à trouver l'arme de poing de calibre 7,65 avec laquelle il a semé la terreur de Carcassonne à Trèbes? En entrant dans le supermarché, le terroriste qui a crié qu'il était un soldat de l'État islamique était aussi muni d'un couteau de chasse, et c'est avec cette arme blanche qu'il a infligé une blessure fatale au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, une plaie gravissime au cou, a révélé l'autopsie. Elle a montré que ce n'étaient pas les blessures par balle qui avaient entraîné la mort du gendarme héroïque. Hier, des cérémonies d'hommage ont été organisées pour rendre donc hommage aux 4 victimes tuées. L'ex-premier ministre Manuel Valls plaide lui pour une interdiction du salafisme. Il évoque une éventuelle rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, une proposition défendue par le président Les Républicains, Laurent Wauquiez. 2 législatives partielles qui n'ont rien changé hier. Les sortants invalidés retrouvent leur siège. C'est le cas pour Jean-Pierre Dor, candidat LR qui a écrasé la candidate LREM dans le Loiret, presque les 2/3 des voix, 66-33. À Mayotte, au contraire, Ramlati Ali, la candidate soutenue par la majorité présidentielle, retrouve son siège avec 55% contre un candidat LR. Un scrutin sans trop de heurts, malgré le contexte. Le directeur général des services de Saint-Denis et les organisateurs de Jeunesse en l'air appelés à s'expliquer devant les autorités aujourd'hui. C'est la suite des échauffourées sur le boulevard Sud, en marge de l'événement de vendredi soir. La police se demande pourquoi elle n'avait pas été prévenue de ce rassemblement d'1 millier de jeunes. Sans doute une nouvelle journée justice morte aujourd'hui dans le Sud. Les avocats du barreau de Saint-Pierre ne plaideront pas. Nouvelle protestation contre le projet de réforme de la justice et particulièrement contre les menaces qui pèseraient sur les juridictions sudistes. D'un Saint-Pierre à l'autre, direction Rome, 50 000 fidèles pour écouter le pape hier. Le souverain pontife a lancé la Semaine Sainte. Alors, de la messe des Rameaux, François a dit aux jeunes du monde entier de résister à leurs aînés quand ils tentent de les faire taire. Tout le monde y a vu une allusion et un soutien assez clair aux manifestations contre les armes à feu aux États-Unis. L'arrestation de Carles Puigdemont relance la protestation en Catalogne. 50 000 personnes dans les rues de Barcelone. Hier, l'ancien président indépendantiste avait provisoirement quitté son exil belge pour se rendre en Finlande. Il voulait rentrer par le Danemark et l'Allemagne, où les autorités l'ont cueilli en vertu du mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Les sports, la France a un nouveau champion du monde de boxe, le premier depuis Jean-Marc Morbec. Arsène Goulamirian a pris la ceinture WBA des lourds légers. En Formule 1, Sébastien Vettel, vainqueur du premier Grand Prix de la saison à Melbourne, devant son grand rival Lewis Hamilton, pourtant parti en pole position. Et puis le football, c'était hier la 2e journée de Régional 1 avec la surprenante défaite 1-0 de la Saint-Pierroise contre la Jeanne d'Arc. Les 2 premiers matchs sans victoire donc pour les champions en titre, ce qui n'est pas le cas de la Sainte-Marienne, vainqueur de la Saint-Pauloise 3-0. Mais au classement, c'est le Saint-Denis FC qui est un leader inattendu après une victoire 2-0 contre les Léopards. 2 buts encaissés par Saint-André dans les 5 dernières minutes. Farid Ben Salem est l'entraîneur du Saint-Denis FC. On s'attendait à un match fermé de la part de l'équipe adverse. Ils sont venus avec une équipe très défensive, avec une défense à 5. Donc voilà, il fallait être patient pour trouver les solutions. Les solutions, on les a trouvées dans la durée du match. À mesure où il fallait attirer cette équipe dans notre jeu pour justement trouver ces zones excentrées-là. C'est ce qu'ils ont fait les joueurs, ils ont été patients et quand on voit que la différence elle vient des 2 joueurs qui sont rentrés, donc Romain et Andy. Donc voilà, ça prouve aussi l'état d'esprit qu'on est en train de mettre en place. Ça va nous aider aussi dans la durée du championnat. Mais après, un match, ça se joue 95 minutes. Si on avait marqué à 15 minutes, on prend 4 points, je serais l'entraîneur le plus satisfait. Des propos recueillis par Olivier de la Richaudy. Les autres résultats, que des matchs nuls de partout entre la Saint-Louisienne et l'Excelsior. Même chose entre Sainte-Suzanne et Saint-Louis. Et 0-0 entre les Marsouins et la Capricorne. Et score vierge également entre Petite-Île et la Tamponnaise. Il y a aussi la Jeanne d'Arc qui est en tête. La Jeanne d'Arc qui est allée gagner sur le terrain de la Saint-Pierroise. Merci Bruce Régent. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Annie-Claude Abrisca, la présidente de l'ADEFAR, l'association de défense des agriculteurs de la Réunion, est avec nous. La leucose bovine, elle ne se transmet pas à l'homme. C'est pas n'importe qui le dit. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui veille à ce que nos aliments soient sains. Vous ne lui faites pas confiance ?
Si, alors c'est pas à cette agence en fait qu'on ne fait pas confiance, c'est à ce qui est remonté en fait depuis ici donc le département de la Réunion justement à cette agence. Donc on s'est rendu compte donc nous dans l'affaire des éleveurs que les données justement concernant donc ces maladies ne sont pas complètement en réalité par rapport à la réalité locale. Mais donc, ces animaux malades, ils arrivent d'où? De métropole? Alors, il faut peut-être replacer donc en fait le. Je vous pose la question parce que on se demande comment c'est possible vu qu'en métropole la maladie est censée être éradiquée. Dès qu'il y a un animal malade, le cheptel est abattu. Alors en fait, il faut remonter donc à l'histoire en fait du développement ici donc à la Réunion, donc à la création en fait des ateliers Sicalé et Sicarivia. Donc, on importait en fait des animaux venant de métropole. Alors, pour améliorer effectivement donc tout ce qui était production de lait, production de viande. Alors qu'ici, avant à la Réunion, donc on avait des vaches Moka. D'autres disaient des zébus ou des croisés, qui étaient quand même résistantes, en tout cas aux maladies et adaptées à notre environnement, au climat ici. Donc, avec l'importation donc de ces animaux, donc déjà la première vague en 1990, on avait importé la leucose bovine. Donc, les vétérinaires à l'époque connaissaient déjà qu'il y avait ce problème, mais ils n'ont rien fait. Ensuite, toujours dans le cadre des importations, donc la Sicalé et la Sicarivia avaient donc commandé, en fait, donc pareil pour les éleveurs, toujours dans le cadre du développement des animaux. Et là, c'est depuis en fait le port de Sète que ces animaux étaient malades, non contrôlés, et avec donc des animaux qui sont arrivés donc ici donc à la Réunion malades. Il y en avait qui étaient effectivement morts, qu'on a jetés donc du bateau, et ces animaux n'ont pas été contrôlés correctement. Donc, et ce qui a été encore plus malheureux pour les éleveurs, c'est que certains ont été livrés effectivement donc de nuit, donc ils se sont pas en tout cas aperçus en fait des signes de la maladie en fait de l'animal. Et ils ont pu s'en rendre compte dès le lendemain quand même. Bien oui, mais le problème c'est que ces animaux, donc quand ils l'ont reçu, ils ont eu un certificat de bonne santé en fait pour ces animaux. Donc eux, ils ne se doutaient de rien. Donc pour eux après donc le suivi sanitaire donc a continué, et pour ceux qui n'ont pas été donc livrés, donc pour ceux qui n'étaient pas en fait dirigés vers les éleveurs, donc ces animaux se retrouvaient dans les ateliers de Sicalé et Sicarivia. Et comme c'est les deux seuls en fait importateurs en fait là de l'huile qui est reconnu pour le développement, ces animaux donc transitent entre eux, contractent la maladie, et c'est ainsi que tous les cheptels ont été contaminés ici dans l'île. Pour revenir à la situation plus récente, il y a eu des décisions contradictoires ces derniers mois au sujet de la leucose bovine. Le Conseil d'État qui stipule que la Réunion n'est plus exclue du plan de lutte contre cette maladie, c'était il y a un an. Et puis en novembre dernier, nouvel arrêté ministériel qui contredit ça totalement et qui écarte à nouveau les élevages bovins réunionnais de l'application des mesures de police sanitaire. Comment vous l'expliquez ? Alors, on a eu quand même raison, donc en fait, au niveau du Conseil d'État. Donc, même si au niveau des services d'État, ils disaient que ils avaient quand même gagné un point, mais ils étaient bien jugés sur le fond et la forme. Il fallait carrément donc appliquer effectivement la réglementation. Animal positif, on abat l'animal. Or, ils ont répondu malgré donc là leur condamnation. Un autre encore arrêté, donc le préfet, pour dire qu'on ne fait pas encore de dépistage et qu'on va attendre, ou bien qu'on va prendre donc des animaux en fin de moins de 12 mois pour faire une prophylaxie. Mais la seule manière en tout cas d'éradiquer en tout cas cette leucose, c'est l'abattage pour les animaux positifs. Ce que vous nous dites, c'est effectivement ce que prévoient les autorités. Un dépistage sanguin annuel sur tous les bovins de plus de 12 mois. Grâce à ça, fin 2018, on devrait avoir une cartographie des élevages atteints et sur cette base-là, définir des mesures d'assainissement adaptées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ça devrait être fait, je pense que depuis 10 ans, on le crie haut et fort, mais pendant ce temps, donc il y a des ravages quand même dans nos élevages. Donc on en aura l'exemple tout à l'heure. Donc on va voir donc de la ruine de ces éleveurs, sans compter encore aussi des conséquences, on va dire familiales et sociales en fait pour ces familles-là. Justement, j'allais vous interroger sur la situation de Didier Grondin, cet éleveur laitier
laitier de la plaine des Palmistes, aux côtés duquel vous allez vous rendre ce matin. Il a perdu ses 5 vaches à cause non pas de la leucose, mais de la chlamydiose. De quoi il vit aujourd'hui? Quelle est sa situation? Alors peut-être pour mieux resituer, donc en fait il a pas perdu en fait ses 5 vaches à cause de la chlamydiose, mais c'est bien. Alors donc la chlamydiose c'est une aussi des maladies qui est transmissible à l'homme, mais c'est bien en fait à cause de la leucose. Donc en fait ces animaux, donc quand il avait donc il démarre en fait avec 5 bêtes, mais comme il doit en fait agrandir son cheptel puisqu'il a un plan qu'il doit respecter, donc il a dû en fait racheter d'autres animaux. Donc il reprend d'autres animaux, c'est obligatoire de les reprendre en fait avec la cicalée. Et pareil, la cicalée lie des animaux qui sont malades. Donc maladie, la leucose, il faut savoir qu'elle fait le lit à plusieurs en fait autres maladies. Et ces maladies donc la leucose, par exemple, complétée donc avec l'IBR, la BVD, la chlamydiose, fait des dégâts énormément dans les cheptels. Et qu'est-ce que vous demandez pour que cet éleveur ruiné puisse s'en sortir? Nous déjà, donc je pense déjà qu'il faut déjà reconnaître, pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble des éleveurs, donc déjà reconnaître vraiment ce problème de crise sanitaire. Donc je pense et pour l'instant, on met le doigt sur plein d'autres choses, sur des dysfonctionnements techniques, sur la mauvaise alimentation. L'éleveur est incompétent, il ne sait pas élever ses animaux. Or, c'est bien justement à cause de ces problèmes sanitaires. Donc nous déjà, ce qu'on demande, c'est déjà cette reconnaissance effectivement sanitaire. Et pour lui, ça va être vraiment une reconnaissance en fait. Si on pouvait donc faire annuler effectivement ses dettes. Il a beaucoup de dettes? Oui. Alors, il a Combien, eu... rapidement, juste un chiffre. Là, par exemple, ce qui lui reste au Crédit Agricole, c'est 20 000 € après un abattement de 30% déjà. Je suis obligé de vous poser cette question. Vous discréditez toute une filière en disant que les vaches sont malades. Il y a des conséquences économiques qu'on imagine. Est-ce que vous assumez tout ça? Alors, si on discréditait en fait la filière, moi je pense qu'il faut être vrai quand même, parce qu'il y a quand même des dangers qui nous attendent, je pense, pour la population. On préfère, entre guillemets, avoir en fait cette image par rapport à la filière, mais je pense que si on avait pris le temps de faire l'éradication à temps voulu, on ne serait pas là. Donc je ne pense pas que c'est discrédité. Là, je pense qu'on va payer lourd le tribut, pas seulement pour les éleveurs, mais pour la population à venir. Annie-Claude Abrisca, merci d'être venue au micro de La Première ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ADEFAR, Association de défense des agriculteurs de la Réunion. Bonne journée. Merci.